Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence dont le thème et le titre est Covid-19, quel impact sur la culture du risque. Cette webconférence est organisée par VK et SMAC Assurance. SMAC Assurance est aujourd'hui le leader de l'assurance des collectivités locales avec une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. SMAC Assurance se tient aux côtés aussi des élus pour faciliter l'exercice de leur mandat grâce à une protection et à des services conçus sur mesure. Autre partenaire de cette webconférence, l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, qui rassemble plus de 100 adhérents qui, au sein des collectivités territoriales, occupent des fonctions d'expertise ou d'encadrement dans 3 domaines, la tranquillité publique, la prévention des risques majeurs et la prévention de la délinquance et la radicalisation. Pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui? Parce que, chacun le constate, la crise sanitaire actuelle s'est installée dans la durée, une durée qui nous donne à la fois le temps de réfléchir sur la raison d'être de nos organisations et nous invite dans une certaine urgence à imaginer leur devenir. Une durée qui bouleverse notre culture de sécurité et de maîtrise des risques majeurs, et dans laquelle les acteurs doivent s'organiser et surtout, ce qui est nouveau pour nous, apprendre à vivre avec le risque. Aussi nous faut-il apprendre aussi à mieux le comprendre. Les regards croisés de nos deux intervenants, bâtis sur une réflexion stratégique nourrie des enseignements qu'ils tirent de la crise actuelle, nous aideront à répondre à de multiples questions. D'où vient le risque? Et nous nous arrêterons sur la part du facteur humain. Quelle légitimité à se saisir de ce risque? Comment le limiter? Quels sont les moyens de le traiter? Comment l'intégrer dans nos politiques publiques? Quelles conséquences à court terme, moyen et long terme? De nombreuses questions donc, et surtout les vôtres, que nous attendons. Questions que vous pourrez poser via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de vous présenter nos deux intervenants. Nadège Battista, vous êtes ancienne élève de l'école navale et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie atomique. Vous êtes, Nadège Battista, directrice générale adjointe à l'aménagement territorial, à l'habitat et aux grands projets à la métropole du Grand Paris. Après avoir quitté le milieu militaire pour explorer le monde civil, vous avez été DGS de la ville et de l'agglomération de Châteauroux, puis de la ville et de la métropole de Saint-Étienne. Vous venez d'être nommée préfète déléguée à l'égalité des chances auprès du préfet de Seine-et-Marne, ce qui sera effectif dans quelques jours. Et vous êtes par ailleurs membre du bureau de l'AATF, l'association des administrateurs territoriaux. Cédric Renaud, après l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun, vous avez successivement occupé des postes de commandement, commandant de la communauté de brigade de Falaise, dans le Calvados, commandant second de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly, et adjoint au commandant de la compagnie de Bourgoin-Jallieu. En 2014, vous avez rejoint la ville de Saint-Étienne en tant que directeur de la police et de la sécurité civile municipale. Et vous intervenez aujourd'hui comme président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, dont je parlais en début d'introduction. Mais je vous propose que nous commencions, en commençant par vous, Nadège, et en s'attachant à répondre aux questions, à la question d'où vient le risque et la place du facteur humain. Bonjour à tous. Je m'adresse à vous donc en tant que praticienne des collectivités et je vais vous parler un petit peu de la culture du risque à l'aune de mes diverses expériences dans le milieu territorial. C'est vrai que la culture du risque est peut-être très présente dans certains métiers. Alors elle l'est par exemple en matière de déchets ménagers, de collecte des déchets ménagers. Elle l'est également dans des services tels que la police municipale. Elle est un petit peu plus en recul dans d'autres métiers, comme des services qui seraient un petit peu plus administratifs. Cette culture du risque est très présente dans certains milieux, et je pense en particulier au milieu du nucléaire et au milieu de l'aviation, qui est un petit peu précurseur en la matière. Alors on parle de culture du risque, mais on parle également de culture de sûreté, selon que l'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà, donc l'idée pour moi, c'est de vous livrer quelques réflexions sur cette culture du risque, toujours en faisant le parallèle entre ces différents milieux que j'ai connus, d'une part en tant qu'officier de marine sur des bâtiments de la marine nationale, puis en conduite d'installation à caractère nucléaire, et puis donc dans un second temps en tant que en direction générale de collectivités, auprès effectivement de services qui vivent ce risque plus que d'autres.
dans un contexte où aujourd'hui, tout le monde y est confronté. Alors c'est vrai, il est vrai que lors de la première période de confinement, lorsque la crise sanitaire, donc on a effectivement pu vivre ces premiers jours de crise sanitaire, on avait tendance à se dire la crise est passagère, elle est très occasionnelle, mettons en place des actions ponctuelles pour la surmonter. Donc je pense qu'aujourd'hui, les réflexions ont pu cheminer, les choses ont un petit peu évolué et on a tendance à se dire vivons avec le risque, hein, puisque nous ne pouvons pas l'annihiler. Et donc nos pratiques ont un petit peu évolué. Et c'est cette culture du risque que l'on tend à introduire dans notre vie quotidienne. Et on est passé finalement d'une culture de l'urgence, je pense en particulier aux divers plans de relance qui répondaient à une urgence, à une notion qui s'inscrit un petit peu plus dans le ton long et qui est celle de la résilience. Donc on est passé de l'urgence du court terme à la résilience finalement sur le long terme. Et le risque est vraiment une partie inhérente de nos métiers et de notre vie au quotidien. Alors effectivement, quelle est l'origine du risque? Cet égard, donc la crise sanitaire nous ramène un petit peu à l'étymologie. Le risque donc, vient du latin resecum, qui signifie ce qui coupe. Et donc, il est curieux également de constater que le risque est une notion maritime, premier lieu maritime, et on le trouve dans le lexique de la navigation. C'est une étymologie que l'on retrouve en particulier dans les mots écueil. On a également voilà, ce mot latin qui désigne le risque que court une marchandise en mer, qui désigne également un rocher découpé. Donc on est vraiment là dans le lexique de la navigation qui s'applique là pleinement, qui est rentré dans le langage très courant. Alors le risque, on le différencie de l'incertitude dans la mesure où le risque est une incertitude quantifiée. Alors on le sait trop dans notre période de crise sanitaire puisque voilà, les statistiques prolifèrent. On est envahi de statistiques, on fait le point hebdomadaire avec la préfecture de police et on suit effectivement l'évolution du taux d'occupation des lits en réanimation, du taux de positivité, tous les paramètres que l'on suit pour évaluer notre positionnement par rapport au risque de la matérialisation finalement de ce risque. Donc contrairement à l'incertitude qui nous met un petit peu, qui nous projette dans un inconnu, le risque se fonde sur une connaissance. Et donc le risque suppose des bases qu'il n'y a pas pour l'incertitude. Donc ce risque qui est quantifiable, calculable, donc on peut se poser la question de son origine. Et je pense que nous avons aussi un petit peu cheminé, un petit peu évolué à cet égard, parce que le risque nous apparaissait certainement au démarrage complètement exogène, extérieur à nous. Nous étions complètement impuissants face à cette vague, Et puis, d'un seul coup, on s'est retrouvé finalement avec un risque qui était plus endogène. Nous sommes tous porteurs de risques. Alors peut-être pas à l'origine du risque, mais peut-être également sur le chemin de son amplification. Et nous sommes tous des vecteurs de ce risque. Et au final, on peut se dire, voilà, aujourd'hui, on est passé d'une culture qui était plutôt d'une culture de la relation à la culture de l'isolement. Et donc, on a eu tout ce cheminement qui fait que l'on a progressivement intériorisé le risque, qu'on a pris la conscience que l'homme pouvait être un danger pour l'homme. Alors, c'est assez naturel, hein, effectivement, mais ça ne s'impose pas toujours à nous. Donc, d'un risque extérieur à soi qui était plutôt subi, non maîtrisé, on en a fait un risque qui était peut-être plus palpable et que l'on pouvait juguler, que l'on pouvait réguler. Voilà, donc on a pris cette connaissance finalement du facteur humain. Alors le facteur humain, on n'en parle pas beaucoup dans nos collectivités territoriales. On n'en parle pas beaucoup non plus dans la vie civile. On en parle beaucoup dans le milieu industriel. Et c'est une notion qui est héritée, alors peut-être repasser Hugues là, sur la diapositive d'avant qui explicite aussi, qui donne quelques éléments, parce que c'est une notion que l'on hérite de l'aviation. L'aviation qui était précurseur dans le domaine et qui analysait chaque incident de façon à en déduire des règles, des principes et à corriger les actions humaines. Et on se rend compte que pour les risques qui se matérialisent, on en a à peu près 80% qui sont d'une origine directe ou indirecte, d'une origine humaine. Ce qui est assez surprenant quand on y pense. C'est vrai qu'on pense, même une défaillance qui est mécanique peut avoir une origine humaine.
Et donc, à travers l'analyse du facteur humain, on recherche ces facteurs de défaillance, on essaye surtout de les corriger par l'étude et l'appropriation du retour d'expérience. Et c'est un travail qui est assez commun dans l'aviation, dans le milieu nucléaire, mais également dans le milieu hospitalier. C'est vrai que dans le milieu de la santé, on essaye de réduire notamment le taux de mortalité lié à certaines interventions. Et on a cette analyse du facteur humain à vocation vraiment corrective. Voilà. Alors après, facteur humain, on parle aussi de FOH dans la littérature. Alors FOH comme facteur organisationnel et humain. Donc, on a beaucoup d'organismes dédiés à l'étude du FOH et on a parfois dans certaines organisations, dans certaines administrations, des services entiers qui sont dédiés au facteur humain. J'ai eu pour ma part l'occasion de travailler, notamment quand je travaillais à Ballard au service technique mixte des chaufferies nucléaires navales, sur ce retour d'expérience et sur les grilles d'analyse du facteur humain. Donc, je recevais chaque incident à caractère nucléaire avec pour mission de le décortiquer, d'en trouver l'origine et de rédiger des préconisations. Voilà, donc chaque incident à caractère nucléaire à bord, que ce soit une simple fuite de liquide primaire ou autre, fait l'objet d'un rapport circonstancié qui est transmis à cette cellule d'analyse du facteur humain. Et certaines organisations ont vraiment intégré la gestion du risque. Alors, c'est un petit peu le cas dans nos collectivités, hein, notamment quand on rédige des rapports sur certains incidents. Mais néanmoins, le retour d'expérience est peut-être moins intégré à nos organisations. Mais il le sera très certainement à terme. Mais dans tous les cas, le contexte nous incite à en prendre la voie. Alors, le facteur humain renvoie effectivement à cette origine humaine. Donc, l'homme peut commettre une faute, mais il peut également commettre une erreur. Entre l'erreur et la faute, la frontière est ténue. L'erreur, c'est plutôt la perception ou une action qui ne serait pas appropriée dans un environnement complexe, mal maîtrisé. Donc on a assez souvent, l'erreur humaine, c'est une simple erreur de communication. Donc on n'a pas dit ce qu'il fallait, on a omis certaines précisions qui fait qu'on oriente mal l'action. Assez souvent également, on a des erreurs de représentation, qui sont des erreurs de modèle. Erreur de modèle, on pense que le système est configuré d'une telle façon, finalement il est configuré d'une autre. Et donc l'action mise en œuvre n'est pas adaptée. Alors là, effectivement, dans la deuxième diapositive, je vous explicite un petit peu, parce que je pense qu'il est très intéressant de s'intéresser de se focaliser sur le facteur humain et peut-être d'essayer de l'intégrer dans nos actions quotidiennes, dans nos collectivités. Quelle peut être l'origine de ce facteur humain? En détaillant un petit peu, on peut avoir la force de l'habitude, la force de la routine, ou bien la polarisation, c'est-à-dire qu'on a des idées fixes, on poursuit un but bien précis et on ne s'aperçoit pas que finalement la situation est tout autre. La précipitation, on est dans l'urgence, hein, on veut absolument réagir, donc il nous faut dire quelque chose. Hein. Et quand il nous faut dire quelque chose, parfois on n'a pas tous les paramètres et on est complètement dans l'erreur. Donc l'erreur de communication dont on parlait tout à l'heure, la prise de risque. La prise de risque, alors qu'est-ce que la prise de risque? C'est soit qu'on surestime nos capacités, soit qu'on sous-estime l'obstacle. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais le résultat est le même. On peut être également tout simplement un peu rêveur, distrait, ou on peut s'inhiber. Alors s'inhiber parce qu'on a une fierté et qu'on a peur effectivement de se tromper, ou parce qu'on estime que ce n'est pas très utile et on a fait une mauvaise évaluation de la situation. Tous ces facteurs d'erreur méritent d'être, à mon sens, gardés en mémoire, hein, et d'être intégrés à l'action. Alors, je ne ferai pas nécessairement la transposition systématique parce que je laisse à chacun le soin de le faire. Hein. Chacun vit des expériences qui sont un petit peu différentes, mais je pense qu'on a ces bases en commun. Nadège, il y a un internaute qui évoque, en vous écoutant, l'enchaînement des causes d'erreur de James Reason, en disant qu'il peut y avoir aussi un enchaînement des causes d'erreur. Oui, il peut y avoir un enchaînement des causes d'erreur, et d'ailleurs on le voit dans certaines situations, et je pense en particulier à des accidents. Alors je renvoie assez vite au milieu nucléaire, hein, parce que c'est un milieu que je connais, et c'est un milieu avec lequel nous pouvons faire beaucoup de transpositions. Je pense par exemple à l'accident de TMI. Donc en Pennsylvanie aux États-Unis, c'est un accident qui nous a permis après de dimensionner nos systèmes de sûreté nucléaire. Et c'est un incident où se sont enchaînées les erreurs. Donc les erreurs se sont cumulées. Donc il y a eu une erreur humaine à la base, une erreur technique, puis une erreur de représentation. On a pensé à un moment donné que la soupape du pressuriseur était fermée alors qu'elle était ouverte.
Et donc, on ne refroidissait plus le cœur du réacteur, et puis donc on a eu emballement du réacteur, et puis fonte du cœur. Voilà. Donc, on arrive assez vite à des enchaînements de situations, et voilà, on peut même dire que l'erreur génère l'erreur. Voilà, donc assez vite, effectivement, on tend à persévérer dans cette erreur. Alors, Donc, comment l'idée, c'est d'intégrer, donc, vous disiez la faillibilité humaine dans la conception, au moment de la conception. Alors, oui, effectivement. Alors, on peut prévenir l'erreur et on le verra tout à l'heure, mais l'idée, c'est également de l'intégrer dès la phase de conception. On a des normes à cet égard. Alors, je cite celle-ci, il y en a d'autres, mais qui se basent sur certains principes qui permettent, d'une part, d'associer les utilisateurs en amont de la conception des équipements, d'autre part, de les faire participer aux conceptions. Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment un système. Il y a de plus en plus d'ergonomes qui travaillent sur les systèmes et on étudie en amont une ergonomie qui peut être une ergonomie physique, mais qui peut être aussi une autre forme d'ergonomie quand on parle de système d'information. Et donc, l'idée, c'est de faire participer les utilisateurs à la conception. Et on a la même chose dans nos projets, dans les collectivités. Plus effectivement, on fait participer les utilisateurs, donc ceux qui vont mettre en œuvre la politique publique, et plus effectivement, on aura une appropriation du projet. Voilà, alors quelques autres principes. Je pense à l'itération des solutions de conception. Assez rarement, on a le bon résultat tout de suite. Donc, il faut penser à itérer une solution, à la tester, à prototyper. Et puis, bien entendu, associer toutes les compétences, et cela va de soi. Si on ne les associe pas en amont, il va nous manquer une dimension. Voilà, alors, prévenir, je trouvais que ce schéma était assez parlant, parce que prévenir le risque, c'est en quelque sorte étêter la pyramide de Bird. Alors, la pyramide de Bird est ici représentée, et elle a été réalisée en 1969 par un expert qui avait une mission au profit d'une compagnie d'assurance. Et il avait une mission de quantifier le risque et notamment de calculer le risque de matérialisation des incidents. Et donc, il s'est aperçu que finalement, le risque, quand on classait les accidents, on arrivait à une forme qui était plutôt pyramidale et que très peu d'accidents, finalement, se transformaient en accidents graves. Mais que néanmoins, on gagnait pour réduire, pour étêter cette pyramide, à étudier le retour d'expérience des presque accidents, ce qu'on appelle des presque accidents. Et donc finalement, cela veut dire être extrêmement à l'écoute des signaux précurseurs. Et des signaux précurseurs, on en a tous, et ceux dès le début de la crise. Et donc il faut savoir être à l'écoute et il faut savoir faire ce retour d'expérience assez souvent. Alors peut-être un autre, tant qu'on en est effectivement à visualiser, c'est toujours bien de pouvoir visualiser quand on parle de concept. Le risque, alors on le voit, quand on parle de risque, on parle de risque net. Alors le risque brut, c'est le risque, mais sans les mesures de prévention, de précaution. Et quand effectivement le niveau de risque augmente, et on le voit avec la courbe du haut, donc augmente par exemple du fait de la crise sanitaire, donc on se doit de mettre en place des mesures de précaution pour que le risque net soit dans la zone acceptable. Voilà. Si on ne met pas en place ces mesures de précaution, on est dans une zone qui est inacceptable pour les populations. Et c'est ce que l'on tend à mettre en place dans nos métiers, dans les collectivités. Alors, je vous propose qu'on avance, que le temps passe malheureusement très très vite, et qu'on passe à cette deuxième partie qui est plus sur à la fois la prévention du risque et cette notion de défense en profondeur que vous allez nous expliquer. Oui, alors l'image du facteur humain, c'est une notion qui est héritée aussi des milieux industriels, et en particulier des milieux nucléaires. Et je pense qu'on peut aussi la transposer aisément à nos actions. Alors, ce qu'on voit en période de crise sanitaire, c'est que de soi-même et sans protocole, nous avons ritualisé les gestes de prévention. On a adopté certains rituels pour se saluer le matin. Bien entendu, nous ne sommes pas confinés, pas en télétravail, donc pour se saluer le matin, lorsqu'on prend les transports en commun. Donc, de nouveaux rythmes d'interaction sont nés de la crise sanitaire. Et je pense que cette notion de ritualisation, elle est très importante parce que c'est ce qui permet d'intérioriser les mesures de prévention du risque. Et donc, c'est le but notamment des protocoles Covid qui sont rendus obligatoires pour les établissements, pour le fonctionnement des établissements, et qui ont vocation aussi à faire que chacun internalise et ritualise. Et donc, c'est un nouveau rituel qui s'est mis en place et que donc, nous allons ou pas conserver.
il serait intéressant de voir, après la crise, ce qui demeure, et finalement, et ce qui s'efface. Je pense que c'est un bilan intéressant que l'on pourra faire. Est-ce qu'effectivement le télétravail va perdurer? Est-ce qu'effectivement nous nous saluerons toujours de la même façon? Ou est-ce que l'accolade reviendra et sera à nouveau de mise? Voilà, donc, alors la ritualisation à cet égard, elle est quand même caractéristique des métiers à risque. On la trouve en particulier dans les milieux industriels où il y a des procédures, également des procédures de vérification extrêmement strictes. On en a également dans le maniement des armes, où tout est procéduré. Voilà, je pense que c'est pas Cédric Renaud qui va me contredire. Et puis, donc de la ritualisation, je pense qu'on a quand même un pas également à faire vers la défense en profondeur. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'intégrer le risque dans nos pratiques dès la conception. Et c'est vraiment la vocation de la défense en profondeur qui vise à superposer les barrières et finalement organiser les mesures de prévention de façon à ce qu'elles soient successives et que chaque prévention, chaque barrière pallie la défaillance d'une autre barrière. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de ça? Alors, on parle de barrières techniques qui sont par exemple le masque. Mais si j'ai pas mon masque, eh bien, j'ai quand même la distanciation physique. Donc, on est vraiment là on a une deuxième barrière successive. On a également des barrières organisationnelles et documentaires, donc tout ce que l'on écrit, tout ce qu'on met dans les protocoles. Et puis on a également des barrières comportementales et culturelles, donc celles dont on parlait tout à l'heure. Alors pour cela, pour la défense en profondeur, comme pour le facteur humain, il est important de pouvoir analyser le retour d'expérience et puis de pouvoir aussi anticiper. Donc anticiper, parce que la défense, elle est bien mise en place dès lors que l'on prévoit les conséquences des risques. On anticipe les conséquences des risques, on les pense en amont. Et donc, dans nos cellules qui sont assez souvent réactives, je pense qu'on gagnerait également à introduire un petit peu d'anticipation et à fonctionner à partir de scénarios. Alors, je donne un exemple, là également en recourant à quelques schémas qui sont un petit peu parlants du concept de défense en profondeur. On a par exemple pour un réacteur nucléaire, on le voit sur les figures de gauche, plusieurs barrières et 3 barrières qui sont très connues. La première barrière d'un système nucléaire, c'est la gaine du combustible, c'est ce qui empêche aux radioéléments de s'échapper dans le milieu. La deuxième barrière, c'est le circuit primaire, qui est un circuit fermé. Et puis la troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement. Et donc, en cas de défaillance des 2 premières barrières, on a toujours cette enceinte qu'on peut aussi ensevelir. Voilà, on l'a vu également dans certains accidents à caractère extrêmement grave. Et donc, ces 3 barrières font qu'in fine, l'homme est à peu près protégé. Voilà. Et donc, on le voit également sur le schéma de droite qui reprend exactement le même modèle. Et quand on pense nos actions, on peut penser défense en profondeur. Voilà, en s'y disant déjà, en imaginant l'origine du risque et en contenant le risque par plusieurs barrières emboîtées. Voilà, et c'est ce qui fera d'ailleurs de nos collectivités, de nos organisations, des organisations robustes. Alors, comment effectivement évoluer vers des organisations robustes et qu'est-ce qu'une organisation robuste? Peut-être allons directement à la conclusion, c'est tout simplement une organisation qui est simple, rationnelle, visible. Alors, comment la poser? On peut penser à des barrières techniques, donc la sécurité intrinsèque. Donc la sécurité intrinsèque, c'est simplement le fait que la technique permet déjà d'éviter les incidents. Par exemple, quand on met un masque, on évite effectivement déjà la transmission, on évite déjà des facteurs de transmission. Donc la sécurité intrinsèque, c'est dans la conception même du système. Alors après, générer des redondances et d'éviter des modes communs. Alors la notion de mode commun, elle est intéressante. C'est ce qui paralyse 2 mesures de prévention simultanément. C'est-à-dire que quand 2 éléments sont en mode commun, par exemple un appareil qui est alimenté par 2 sources qui elles-mêmes sont dépendantes de la même origine, si effectivement la source peut être paralysée, enfin, l'alimentation peut être assez rapidement défaillante. Donc, il nous revient effectivement de repérer ces modes communs dans nos organisations et de faire la chasse aux modes communs. Alors, on peut également transposer le raisonnement à une organisation hiérarchique, tout simplement. On a également la barrière des boucles de rattrapage. Alors, les boucles de rattrapage, c'est tous les dispositifs qui vont permettre de pallier les défaillances.
Alors on parle de boucles explicites, mais également de boucles implicites. Et les boucles implicites, on les a quand on est déjà formé et quand on est expérimenté. Et là, l'expérience joue un rôle majeur. Et d'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant de regarder, mais la gestion effectivement de la crise aujourd'hui est plus efficace qu'au démarrage. Donc on a bien quelque part intégré le retour expérience des premiers jours. Et puis on a les barrières ultimes, je dirais que c'est celles auxquelles il faut peut-être le moins recourir, qui sont la limitation des conséquences d'un risque, mais qui est déjà matérialisée. Alors à ce stade, Nadège, je voudrais d'abord, il y a quelques questions qui nous arrivent, et puis je voulais peut-être poser une question à nos internautes qui peut paraître un petit peu décalée par rapport au sujet, mais qui, de mon point de vue, va nous instruire. Donc, question qui vous est posée, selon vous, la gestion de la crise sanitaire a-t-elle provoqué une recentralisation du management dans votre organisation? Vous nous répondez par oui ou par non, et on soumettra les résultats de cette question, sondage à nos intervenants. Avant d'évoquer la culture du risque et l'impact sur les politiques publiques, Nadège, il y a un certain nombre de questions qui sont peut-être un petit peu également décalées par rapport à vos propos, mais je pense que les personnes ont envie d'avoir, vu votre parcours, envie d'avoir votre avis sur ces sujets-là. La première, elle traite sur le fait que les crises pandémiques, est-ce qu'elles sont maîtrisables à l'échelle à laquelle nous essayons de les maîtriser, c'est-à-dire en l'occurrence, soit nos collectivités locales, soit l'État, sachant que véritablement ce sont des pandémies et que c'est plutôt à des niveaux plus importants, régional, européen, international, et comment est-ce qu'on peut coordonner tout ça? Et une autre question qui est plus comportementale, si je puis dire, qui est de savoir est-ce que la crainte du risque ne crée pas en général de l'immobilité avec toutes les conséquences que ça peut avoir? Cette question, elle vous est posée à tous les deux, bien entendu. C'est vrai qu'elles elles sont intéressantes et certainement reliées aussi aux propos. La crainte du risque, hein, sur le deuxième, peut-être la deuxième question, je pense que l'incertitude et le risque, hein, sont aussi inhérents à nos métiers. Et que plus effectivement on a en responsabilité des services à risque, et plus on se doit de les intégrer. Donc à savoir de vivre avec et de ne plus les craindre, mais de les intégrer dans nos pratiques. Et à mon sens, je vois, moi, c'est une qualité également que je recherche chez les collaborateurs, c'est cette résistance finalement au risque, cette résistance, c'est l'acceptation de l'incertitude. Et je pense que d'une part, cela nécessite un peu d'entraînement, hein, on accepte d'autant mieux l'incertitude qu'on la vit et qu'on l'a déjà vécue. Et puis, ça nécessite également, je pense, un travail sur soi au quotidien pour accepter le risque et vivre avec. On a des populations qui vivent extrêmement bien avec le risque dans certains pays, hein. Nous y sommes peut-être moins habitués parce que nous sommes peut-être un peu plus préservés. Mais c'est certainement intégré dans nos pratiques. Voilà, et je pense que c'est également le rôle du manager. On n'est pas là, c'est vrai que c'est moins la thématique de notre conférence de ce matin, mais néanmoins, le rôle du manager, c'est également de pouvoir résister au risque et prendre une part de risque, hein, pour des collaborateurs qui le supportent moins, et donc l'intégrer et les accompagner dans l'acceptation de ce risque. Alors précisément, puisqu'on évoque le manager, il y a un écho là. Est-ce que on a la réponse à la question sondage que l'on a posée à l'instant. Selon vous, la gestion de la crise sanitaire a-t-elle provoqué une recentralisation du management dans votre organisation? Et 60% des internautes disent oui. Donc, ce qui est quand même symptomatique et qui peut-être vouloir dire que pour bien gérer une crise, chacun semble percevoir qu'il vaut mieux avoir un management un peu recentré, peut-être pour qu'il soit dans l'idée plus efficace. Quel est juste votre regard par rapport à cette question? Et puis on passe évidemment à la suite de votre intervention. Est-ce que vous m'entendez, Nadège? Alors oui, je vous entends extrêmement bien. Alors effectivement, hein, on a cette forme de recentralisation peut-être, mais je pense qu'on a plutôt un phénomène de retour vers une organisation qui est déjà formalisée, déjà posée.
Parce qu'effectivement, alors assez généralement, on a des schémas que l'on n'applique pas, mais on se dit, lorsqu'en période de risque, on se dit, ah ben, peut-être qu'il serait bon effectivement de les appliquer. Et on a peut-être, on sent d'autant plus peut-être l'utilité d'un formalisme hein, qui est déjà posé. Et puis c'est le seul formalisme par ailleurs que l'on connaît. Donc si on avait posé peut-être une autre organisation à l'origine, on y serait peut-être également revenu. Mais l'idée, quand on est dans l'urgence et quand on est en situation de risque, hein, c'est de se raccrocher à des modèles qui sont connus et des modèles qui sont déjà éprouvés. Et en l'occurrence, on a déjà éprouvé cette organisation hiérarchique, hein, qui est peut-être d'ailleurs la plus répandue, hein, encore à ce jour. Mais si on avait connu, je pense, un autre modèle, et si on l'avait mis en pratique, hein, on se serait certainement rattaché à cet autre modèle. Après, voilà, c'est effectivement ce que j'en pense. Alors, je propose qu'on continue notamment sur l'impact sur les politiques publiques et puis on reviendra aux questions des internautes après. Oui, alors il est intéressant effectivement de voir dans quelle mesure la culture du risque, eu égard au contexte que l'on connaît, a diffusé dans le design de nos politiques publiques, donc dans la conception des politiques, mais également dans leur mise en œuvre. Alors là également, on a eu, premier réflexe des collectivités, c'est un réflexe de repli. Alors c'est vrai que le choc implique assez vite le repli. Donc on a ce repli quand on subit le choc, et puis alors ensuite, on se dit, voilà, on regarde un petit peu autour et on se dit, bah oui, mais mince, qu'est-ce que je fais? Quel est mon rôle? Est-ce que mon rôle, c'est d'avoir un plan de continuité d'activité? Oui, mais encore. Alors au-delà du plan de continuité d'activité, au-delà du règlement de télétravail, on se dit, que puis-je faire pour limiter les conséquences du risque? Et que puis-je faire pour l'intégrer dans les politiques au quotidien? Et donc, on a eu, je trouve, hein, une réaction en deux temps. Avec, dans un premier temps, plutôt un regard endogène sur notre organisation. On a vraiment, je pense, eu recours à la procédure. Chaque organisation a été très repliée sur soi et peut-être moins joignable d'ailleurs pendant une certaine période. Et puis, donc on a après regardé dehors, on s'est dit oui, le télétravail est un outil qui est extrêmement fluide. Donc on va pouvoir recommencer à vivre et puis on va même s'intéresser finalement à la vie des populations et puis on va même leur proposer d'aller vers davantage de résilience. Et donc finalement, la crise a favorisé, je trouve, cette extériorisation et a favorisé une forme d'innovation de service. Parce qu'à cet égard, on s'est rendu compte aussi des limites des services que l'on proposait. Je vois notamment dans l'accueil des populations. Alors, on a plusieurs façons d'accueillir les populations. Alors, je dirais que l'accueil des populations a évolué, parfois pas dans le bon sens. On a vu le retour notamment des queues devant les équipements. Des queues qu'on résorbait hein, jusqu'à présent. Enfin, moi, voilà, les années que j'ai pu exercer en collectivité, je me sentais investie d'un rôle premier qui était d'éviter que la population se masse devant les équipements pour une inscription ou pour avoir accès à un service. Alors, on le fait notamment par le biais de la dématérialisation. Mais en période de crise, on a vu le retour à ces queues, à ces files d'attente devant les services qui ne sont pas seulement des services territoriaux. Hein. Enfin, on a des services territorialisés qui sont par exemple les services postaux, les services où effectivement les queues, y compris les files d'attente, ont été matérialisées sur l'espace public. Je trouve que ça devrait nous poser question. C'est quelque part que l'on n'a pas intégré la notion de distanciation dans la conception même de l'équipement. C'est un peu compliqué quand l'équipement est posé et conçu et qu'on n'a pas suffisamment d'espace, mais c'est certainement à penser pour la suite. Voilà, l'idée de vivre une crise, c'est pas non plus l'idée, c'est pas non plus de faire un retour en arrière et de laisser la population attendre des heures pour accéder à un service à l'extérieur. Voilà, après, on s'est dit également, j'ai une réaction dans l'urgence et à présent, bon, ça fait déjà des mois que je suis dans l'urgence, j'ai peut-être passé à autre chose, j'ai peut-être me dire, bon, finalement, l'urgence, c'est mon quotidien et de l'urgence, je le passe plutôt au temps long et je me dis, je l'intègre dans mes pratiques et j'amorce les transitions. Alors, les grandes transitions, c'est la transition numérique, mais également la transition écologique. Et je pense que c'est vraiment les deux piliers, notamment du plan d'urgence et le plan de relance national. D'ailleurs, les deux piliers de beaucoup de plans d'urgence locaux. Voilà, donc on est passé en quelque sorte de l'urgence à la résilience, du temps court au temps long, et puis je souhaitais juste renvoyer à Paul Claudel qui observait une Amérique en crise en 1929 et qui utilisait le mot resiliency pour caractériser les Américains qu'il croisait. Il leur trouvait
en particulier de l'élasticité du ressort, des ressources et de la bonne humeur en période de crise. Voilà, donc la résilience, c'est ça, et ce qu'il faut savoir, c'est que le mot s'appliquait d'abord à l'humain avant de gagner les territoires. Aujourd'hui, on parle de la résilience d'un territoire, mais à l'origine, c'était tout de même la résilience de l'homme. Voilà, oui, bien sûr. Merci, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui arrivent et j'aimerais bien qu'on puisse vous les poser avant même de vous passer la parole, Cédric. Et en même temps, n'hésitez pas, Cédric, à participer aux réponses parce que je pense que certaines vous concernent également. D'abord, il y a une remarque générale qui est plutôt de parler de culture du risque avec un aspect négatif. Pourquoi ne pas parler d'une culture de la sécurité qui semble une approche plus positive? Alors, c'est un problème de mots, mais c'est une question derrière laquelle il y a du sens. Et puis, une autre question qui est un petit peu différente, mais je les regroupe et je vous demanderai d'aller le plus vite possible dans les réponses et j'en suis désolé. Le risque n'est-il pas maîtrisable, jeu de mots, par une intelligence artificielle plus performante que l'humain? Alors, est-ce qu'on deux questions complètement différentes. Est-ce que je vous laisse répondre? Peut-être Cédric également, si vous voulez intervenir. Peut-être sur la notion de culture de la sécurité, moi, je pense que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. On parle d'un risque, le nommer, c'est l'accepter, c'est le traiter. La sécurité n'est qu'à la réaction d'un risque. Alors, on peut anticiper un risque, il y a une culture du risque ou une culture de la sécurité, on est bien d'accord. Maintenant, qu'on parle de sécurité ou de risque, on parle de la même chose et je pense que à contourner par des solutions lexicales et à tourner autour du pot, on brouille le message. Et à mon avis, il faut rester simple et direct dans la manière de nommer les choses. Très bien, merci. Nadège, sur cette question-là? Oui, je pense qu'on peut aussi parler de culture de sécurité, même culture de sûreté dans les milieux industriels. Et c'est un mot qui s'emploie énormément. Et c'est selon qu'effectivement on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je dirais que les deux désignent la même chose et je rejoins un petit peu le pragmatisme de mon collègue Cédric Renaud. Sur cette notion de faire participer l'intelligence artificielle, je suppose que c'est quelque chose qui existe déjà. Alors, je pense que dans le secteur nucléaire, je vais peut-être laisser. Allez-y, Nadège. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de barrières. Je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut constituer une barrière, mais on ne s'exonère pas néanmoins de la maîtrise de l'homme. Et à un moment donné, c'est l'homme d'intervenir. Déjà, c'est l'homme qui conçoit l'intelligence artificielle. Et puis, in fine, c'est lui qui pense également l'avenir, hein, qui anticipe, qui est en mesure d'anticiper les différents scénarios possibles. Alors, il y a toujours, oui, on peut avoir recours à plusieurs méthodes, et je pense en particulier aux algorithmes génétiques qui nous permettent de prédire les trajectoires les plus probables. Donc, il y a toute une science, mais elle est bien développée par l'homme. Et attention aux contre-réactions sur l'intelligence artificielle, sont souvent des expressions qui peuvent effrayer. Il ne faudrait pas que ça diminue l'implication des gens. Je pense que nos concitoyens ne sont pas encore totalement mûrs et prêts à accepter cette intrusion dans leur vie privée. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et je ne sais pas si le temps de crise est forcément le bon moment pour un développement exponentiel de ces méthodes qui doivent néanmoins être développées. À ce stade, Nadège, il vous restait quelques éléments à nous présenter, mais on est vraiment très très en retard. Est-ce qu'il est possible, juste en quelques mots, que vous puissiez les résumer afin que je puisse passer la parole à Cédric? Oui, voilà, je vous les livre volontiers. C'était quelques réflexions sur nos pratiques dans nos collectivités. Et donc, pour ma part, au niveau de la métropole du Grand Paris, c'est que je pense qu'aujourd'hui, nous allons vers plus de multifonctionnalité, de modularité, de réversibilité dans la conception des équipements publics. Puisqu'on se dit, au cœur de la crise, on s'est retrouvé avec des dizaines de kilomètres carrés d'équipements complètement sous-utilisés, inutilisés. Donc on se dit que ces équipements, il est dommage de ne pas avoir prévu une deuxième fonctionnalité, qui serait une fonctionnalité en temps de crise, et de l'avoir prévue peut-être dès l'origine, dès la conception. Par ailleurs, un rééquilibrage de l'accès aux services, alors entre le mode numérique puis le mode présentiel, voire effectivement, ça ce sont des réflexions qui aujourd'hui sont en cours dans les différents services publics. L'adaptation des transports également à une nouvelle répartition modale, puisqu'on voit que les modes de transport doux ont connu un beau développement. On a en revanche une baisse de la fréquentation qui est assez forte des transports en commun, des transports publics, des transports collectifs. Donc on a ce type de réflexion-là. Et puis globalement, effectivement, une diminution du volume des transports qui est liée en particulier à la diminution des déplacements professionnels. Donc toutes ces réflexions, là également, on les intègre.
Et on voit fleurir à cet égard les schémas directeurs du vélo, les plans vélo, les appels, les concessions, les DSP pour les flottes en libre service s'agissant de la micromobilité. Donc on a tout un champ en développement. Et puis par ailleurs, l'essor de nouveaux types d'urbanisme. Je pense à l'urbanisme transitoire, qu'on appelle également urbanisme tactique, et qui consiste à trouver une vocation pour un lieu avant même sa destination définitive. Donc on a comme ça des usages successifs des lieux qui permettent une vie, y compris en phase de chantier. Donc on a des coronapistes, à savoir les pistes cyclables provisoires, que l'on va ou non pérenniser après la crise. Et puis, la prise en compte des règles sanitaires, donc en matière d'espace public, notamment, on va peut-être penser à élargir les espaces où se croise la population, et puis à intégrer la dimension sanitaire, donc dès la conception de l'urbanisme. Et on parle à cet égard d'un urbanisme favorable à la santé. À la santé. Jolie formule. Merci infiniment, Nadège, pour cette présentation. Il y aura d'autres questions qu'on essaiera de vous poser dans la suite de cette webconférence. Le temps nous étant compté, on va passer à vous, Cédric, et je vais vous passer la parole rapidement. Je suis désolé, le temps se resserre. Et pour vous écouter rapidement peut-être sur la prise de conscience du risque, parce que je pense qu'on a d'une certaine abordée, mais surtout sur cette question de légitimité qu'ont les collectivités locales à se saisir du risque et les moyens dont elles disposent. Oui, merci beaucoup, Hugues. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est vrai que cette crise du Covid, qui n'est pas encore terminée, est très particulière. Et la culture du risque ou de la sécurité ou de la sûreté se nourrissant de l'expérience, de la recherche, mais de l'expérience aussi, il paraissait important d'essayer d'ores et déjà de qualifier cette crise et d'y trouver quelques caractéristiques. Tout d'abord, bien évidemment, le Covid-19, la Covid-19, je vais continuer à dire le Covid-19, j'en suis désolé, est un risque atypique. Hein, on l'a prévu, on l'a anticipé, mais c'est bien la première fois qu'on le rencontre, à l'exception notable du H1N1, dont on a connu, même si la controverse a depuis fortement diminué, et heureusement, les critiques à l'égard de l'action de l'État à cette époque-là, puisque les collectivités n'avaient pas été aussi impliquées. Une crise inattendue dans sa forme d'abord, hein, avec pour le moment 2 vagues, peut-être 3, on ne sait pas, on verra avec le vaccin, et dans sa durée, Nadège le soulignait très justement, on a l'habitude de crises de sécurité civile ou de crises technologiques qui sont brutales, mais de courte durée. On a connu des crises économiques de longue durée, mais dont tout le monde ne percevait peut-être pas, et en tout cas pas de la même façon, les effets sur sa vie quotidienne. C'est-à-dire cette idée que maintenant il va falloir apprendre à vivre avec le risque. Je pense, oui, que tout le monde est prêt à vivre avec un risque dans la mesure où il l'identifie. Et je pense que c'est l'identification du risque. On le voit dans les thèses complotistes et dans ce qui est développé, les gens ont un vrai problème pour croire, pour accepter un certain nombre de risques qui leur sont présentés, peut-être parce qu'il faut qu'on revoie notre communication sur le risque et qu'on le rende crédible et palpable. Et là, j'ai le sentiment, en tout cas, dans les échanges qu'on a pu avoir au niveau national, que même si les éléments étaient disponibles, ils n'étaient pas crédibles et pas pris en compte. J'ai récupéré un écho là. Pardon. Ensuite, oui, c'est un risque qui a une origine étrangère et on l'a vu arriver. Hein, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. La crise, le virus venant de Chine, on l'a vu arriver. Et c'est, je pense, qu'il y a ce qui est très particulier, c'est le caractère inéluctable. Et je le mettrai en parallèle avec les inondations. On voit l'eau monter, on sait que ça va venir, on n'y peut pas grand-chose. Il y a ceux qui l'acceptent et qui vivent avec, hein, comme le disait très justement Nadège, et puis il y a ceux qui veulent se démultiplier dans les efforts, qui sont parfois inutiles, et il vaut mieux parfois gérer le risque d'essayer de le contrer de manière des fois un petit peu inutile. On a assisté sur certaines communications à des espèces de prophéties autoréalisatrices. Alors je les ai appelées comme ça parce que ça me paraissait intéressant, mais si vous reprenez les articles, notamment de la presse quotidienne régionale fin février, on est dans la question de l'acceptation du risque et de certains élus, des élus locaux, des responsables de l'État qui disaient certes la crise est là, mais chez moi je n'ai rien, donc je n'y crois pas. Ce qui a pu provoquer, par exemple, hein, on se souvient de la grande transhumance au moment du premier confinement, notamment vers la résidence secondaire. Je parlais de la tentation qu'on a
d'agir. Voilà, on a du mal à attendre, à accepter que le risque va se produire et qu'il va falloir y réagir, mais que des fois, de manière très paradoxale, quand ce n'est plus le temps de la prévention et quand c'est pas encore le temps de l'action, il y a des fois des moments de calme. C'est pas qu'on n'y fait rien, mais c'est qu'on a des moments où toute action, tout ce qu'on pourrait faire a été fait, tout ce qu'on pourrait faire ne peut pas encore être fait, et des fois c'est peut-être le temps du repos, de la préparation matérielle, de l'échange avec les gens qui sont autour de vous, pour faire en sorte que votre équipe et que vos équipements soient prêts. Et c'est pas un temps perdu, c'est pas un temps inutile. Ça ne fera qu'augmenter l'efficacité et l'efficience a posteriori. Il faut qu'on arrive à accepter de ne rien faire à un certain moment, d'avoir l'impression de ne rien faire. Et puis donc le caractère nouveau de cette crise, ce virus est nouveau. C'est un virus, on connaît le virus, on connaît les coronavirus, mais celui-là on ne le connaissait pas. Peu d'informations, des informations contradictoires. Je pense que le débriefing dans quelques années de la communication médicale sur les plateaux médiatiques de certains médecins sera extrêmement intéressant et je le lirai avec intérêt. Donc on avait du mal à définir la dangerosité, les moyens de communication, de contamination. On s'est rendu compte que tout ça a évolué finalement au fil du temps. Donc une prise de conscience qui a quand même été très compliquée par rapport aux risques qu'on a l'habitude de rencontrer, qui nous sont décrits, expliqués, timés, j'ai envie de dire, pour employer un anglicisme. Par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la perception du risque, il y a un internaute qui nous fait remarquer, vous posez la question en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une perception du risque qui a été différente chez les élus, chez les managers ou les agents en tout cas, et chez les citoyens? Et une deuxième question qui est liée à ça, qui est de se poser la question de savoir si le temps politique est adapté au cycle des crises systémiques. Alors, le temps politique, j'y reviendrai un petit peu après. Et sur le manager, en fait, sur tout responsable d'équipe, oui, c'est un petit peu la différence entre quelqu'un qui est responsable de lui-même et peut-être uniquement de lui-même et à titre principal, et celui qui va être responsable de lui-même et celui qui est responsable également d'autres, qui va devoir donner des instructions, qui va devoir peut-être envoyer ses agents vers quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il n'est pas capable de décrire. C'est une acceptation d'une autre dimension du risque. C'est le même risque, mais avec un impact différent. Et c'est sûr qu'en termes d'acceptation, en termes de considération, c'est une pression supplémentaire, une charge mentale qui incombe au manager de dire écoutez, voilà, je suis responsable des pompiers, de la police municipale, je suis responsable du restaurant d'entreprise que je vais néanmoins devoir ouvrir. Je veux dire, il ne faut pas se limiter au métier régalien. Le manager, il ne faut pas se le cacher, dans cette crise, a une dimension qui est différente parce qu'il doit rester le référent technique, le référent sur les conditions de sécurité au travail, le référent intellectuel aussi, ça peut être l'ami, mais c'est pas forcément le cas. Et là, on n'avait pas tous les mêmes informations le 17 mars et on n'avait pas toutes les informations parce que toutes les informations n'étaient pas disponibles. Alors, je propose qu'on évoque cette légitimité dont je parlais en introduction, la légitimité des collectivités locales, surtout dans un domaine, le risque, où elles ont, d'une certaine manière, pas de compétences spécifiques. Tout à fait, et on a bien assisté à ça au début du confinement où tout le monde s'est un petit peu cherché, s'est dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Comment puis-je le faire? Et de quelle manière? Alors déjà, juridiquement, comment agir? Vous avez ce qu'on appelle une clause de compétence qui est générale pour les communes et qui a disparu pour les départements et les régions, ce qui pouvait quand même indiquer que tout le monde n'était pas légitime à agir. Donc ça, c'est la conclusion juridique un peu basique. Voilà, si on se fie au Code général des collectivités territoriales, tout le monde n'était pas légitime à le faire. On est face à une crise grave, durable. Je le mets, et on a eu cette discussion, Hugues, ensemble, le contexte électoral dans les communes qui, à mon avis, et c'est pour ça que je reboucle avec la question du temps politique, le temps politique n'est pas un temps qui s'écoule de la même façon, indépendamment du moment où on se trouve dans le mandat. Et de manière indiscutable à mon sens, c'est ma position, le contexte électoral a fait que le temps ne s'est pas écoulé de la même façon et s'est pas écoulé de la même façon d'un point à l'autre du territoire. On n'est même pas sur un champ géographique. Mais surtout donc, avec un espace entre le premier et le second tour qui a été long. Qui a été très compliqué, voilà. Donc on est face à une difficulté politique avec un petit p au sens lexical du terme, gestion de la chose publique. Pouvons-nous ne rien faire si on pense qu'on peut faire quelque chose? Qu'on soit dans un département, une région, une commune, ça c'est une question qui se pose à tous les décideurs, politiques a fortiori, mais à tous les décideurs. Il y a toujours une difficulté politique à ne rien faire, à rester immobile. Alors on a les interférences des situations de personnel de certains élus. Alors je parle de Jean Rotner parce que c'est celui qui m'est venu tout de suite à l'esprit, qui voulait combiner sa situation professionnelle de médecin urgentiste dans le Grand Est et sa situation d'élu, qui fait qu'évidemment,
il a eu un point de vue tout à fait unique et j'ai envie de dire une pertinence qui apportait bien au-delà de ces deux fonctions prises séparément. C'est une addition de sa situation professionnelle, sa situation personnelle, qui à un moment dit, moi je suis président de région, mais je suis médecin hospitalier, je pense qu'en tant que président de région, je peux faire quelque chose dont le médecin hospitalier a besoin. C'est-à-dire qu'il a à la fois la question et une partie de la réponse, autant assembler les deux. Et ça, c'est le début de la réponse qu'ont trouvé les élus locaux, c'est de se dire, d'identifier un besoin en prenant des références locales et d'essayer d'avancer en se basant peut-être sur des carences qui avaient été détectées, au premier rang desquelles, évidemment, l'épineuse question des masques, qui pourrait faire l'objet d'une intervention à elle toute seule. Et puis, dans ce mode de décision, il y a la pression de la population. On la vit déjà au quotidien dans les collectivités territoriales et en sortant d'une simple question de crise, hein, la pose de potelets, la réfection d'un trottoir, l'assainissement collectif ou non, c'est une pression. Alors, pression pas au sens négatif, mais c'est un groupe de pression. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui portent une opinion et l'élu doit être capable, c'est ça le vrai, à mon avis, la quintessence de la politique, c'est arriver à prendre en compte cette opinion à son juste niveau. C'est très compliqué. Cette pression, elle n'a pas rencontré de communication gouvernementale au début. C'était un petit peu compliqué, voire contre-intuitive. Hein. Le port du masque n'est pas nécessaire en population générale. Bon, on est discipliné, on y a cru, mais c'est vrai que quand je dis contre-intuitif, c'est pas forcément le truc auquel on aurait pensé tout de suite. Et donc, ça a généré une peur supplémentaire, même parmi les gens qui ne sont pas éligibles à des tests de ce type-là. Et donc, il y a eu une perte de confiance, un besoin de réassurance. Cette réassurance, elle est venue du contact direct avec les élus locaux. Je les connais, je leur serre la main. Ils étaient sur les marchés, ils étaient en campagne. Donc, eux, au moins, je considère que puisque je les vois en vrai, eh ben, c'est un petit peu une vue de l'esprit. Hein, je suis assez d'accord. Une représentation, comme disait Nadège. Puisque je le vois en vrai, il ne peut pas me mentir. C'est pas forcément vrai, hein, mais c'est une conception. Donc, a priori, pas de compétences spécifiques et nécessité d'en créer une avec des contours et des outils. J'essaie d'accélérer. Alors, je vous coupe un instant puisque nous allons poser une deuxième question sondage à nos internautes. Pensez-vous que les plans communaux de sauvegarde soient adaptés à faire face à un risque tel que celui que nous vivons? Vous répondez par oui ou par non en fonction de votre expérience et votre vécu, et nous vous donnerons les résultats rapidement. Et je vous repasse la parole, Cédric, puisqu'on parlait de cette, entre guillemets, non-légitimité des collectivités, mais quels sont, face à ça, les moyens de traiter le risque? Alors, il y a une non-légitimité ou en tout cas une légitimité qui se questionne, mais ça a duré, on va dire, 4 ou 5 jours et les plus entreprenants ont montré la voie. Ensuite, les autres maires, présidents de conseils départementaux, présidents de conseils régionaux ont suivi et suivent encore aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que dans ces PCS, certains PCS, donc plans communaux de sauvegarde, certains évoquaient le risque épidémique. Hein, depuis H1N1, c'est un risque qui est identifié, pris en compte. Mais plutôt dans l'esprit de cocher une case. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que derrière, il y avait éminemment de procédures et la plupart des plans communaux de sauvegarde n'avaient pas de procédure. Peu de PCS ont été déclenchés malgré l'incitation de l'État et beaucoup de PCS déclenchés n'étaient absolument pas adaptés. C'est-à-dire réunir une cellule de crise dans un lieu fermé avec des gens qui ne portent pas de masque pour lutter contre un risque épidémique, bon, ça peut aussi interroger. Donc, le contexte électoral, présence importante des élus sortants, même non réélus, c'est-à-dire qu'on a eu cette question hein, dans le centre de tour de gens qui avaient été battus dès le premier tour, donc de manière assez claire, et qui ont continué à agir. Alors, ça interroge sur la légitimité. Juridiquement, il y avait une loi, pas de souci, mais l'acceptation de ce qu'ils ont fait était par la population au moins questionnée. Pas de moyens d'information autonomes et territorialisés. Ça, c'est le grand problème de la gestion des risques pour les collectivités territoriales. Il y a 36 000 communes et un petit peu plus. Toutes n'ont pas les moyens d'avoir de la diffusion et tout ça coûte éminemment cher. Les moyens de l'État ont été employés de manière très verticale. C'est la culture de l'État. Hein. Ça a amené certaines communes à s'interroger sur la nécessité de disposer d'une certaine autonomie. Et on se souvient de l'initiative marseillaise, d'un conseil scientifique à Marseille, puisque parallèlement à la délinquance, les collectivités territoriales ne disposaient pas de chiffres et donc n'avaient pas une bonne image une fois qu'elles avaient décidé d'agir. Donc, quelle analyse locale? Parce qu'avant d'agir, il faut savoir ce qu'on va faire. Recours aux structures territoriales, alors les CHU, les centres hospitaliers régionaux, les élus médecins ont été fortement mobilisés, même si ce n'était pas dans leur délégation.
On peut s'interroger sur l'utilité et la pertinence. Je pense qu'un débriefing à plus long terme et sur une échelle plus large sera intéressant, qu'on puisse documenter ça. Et en tout cas, s'interroger sur le fait que dans tous les domaines dont traitent les collectivités territoriales, il ne faut plus discuter leur légitimité, il faut discuter leurs moyens d'accès et la quantité d'informations auxquelles elles ont accès, mais pas forcément leur légitimité. Et enfin, ne pas oublier que les collectivités territoriales sont des employeurs, donc ont une responsabilité de l'employeur, et elles sont par exemple hébergeuses de personnes âgées, elles sont donc condamnées à l'action. Alors, avant de passer à la dernière partie de votre intervention, d'abord le résultat du sondage. Pensez-vous que les plans communaux de sauvegarde soient adaptés pour faire face à un risque tel que celui que nous vivons? 78% des personnes, 80% quasiment, pensent, la réponse est non. Donc, ce qui va dans le sens que vous évoquez. Et puis, je voudrais, à ce stade, vous poser deux questions qui nous viennent, parce que de nombreuses questions arrivent. Les plans locaux d'urbanisme sont-ils adaptés aujourd'hui? J'aimerais bien vos réponses. Et une autre question qui est peut-être plus destinée à vous, Cédric, en matière de compétences, n'est-on pas dans le domaine des polices administratives coordonnées par l'État? Je vais y aller. Les plans locaux d'urbanisme sont-ils adaptés? Ça dépend à quoi, hein, des plans locaux d'urbanisme. Comment? Non, je disais à Nadège qu'elle peut intervenir quand elle le souhaite aussi. Allez-y. Les plans locaux d'urbanisme, oui, enfin adaptés, non. Après, on ne peut pas tout faire avec un plan local d'urbanisme. Si vous prenez empiler des populations, c'est toujours compliqué à gérer à un moment, mais le terrain commande, on ne peut pas étaler sans fin. Donc, il faut prendre en compte ce risque. Hein, c'est toujours empirique et se dire est-ce qu'on peut adapter à la marge en prenant en compte le risque sismique, le risque terroriste, le risque d'inondation dans les PTRI, etc., etc. Donc, à un moment, il y a certains risques qui finissent par s'opposer. On se souvient des plans de confinement dans les écoles et des plans d'évacuation contre le risque incendie. On avait une seule alarme, mais il fallait qu'on explique aux enfants qu'ils fassent deux choses radicalement différentes. Donc, on a une évolution à avoir. Ensuite, est-ce qu'on est dans le cadre de la police administrative dirigée par l'État? Oui, mais quel relais pour l'État sur le terrain? C'est-à-dire que la mesure est d'autant plus acceptée qu'elle est expliquée, qu'elle est comprise. Et si on veut faire des élus locaux un relais, il faut leur expliquer clairement. Et en même temps, il est très clair dans beaucoup de domaines que l'État ne peut plus tout faire, n'a plus les moyens. Je prends toujours l'exemple des barrières, parce que les barrières, ça paraît dérisoire. Des barrières, on parle de barrières, ça paraît ridicule. Aujourd'hui, l'État ne peut plus poser de barrières. C'est très simple, donc, à recours aux collectivités territoriales. Alors, il nous reste 5 petites minutes. C'est vraiment très, très, très court pour que vous évoquiez la dernière partie de votre intervention sur les conséquences à court, moyen et long terme. Oui, puis je me tiens à la disposition des participants s'ils veulent me joindre. Je pense qu'il y aura moyen de me faire passer des questions et j'y répondrai avec plaisir. Alors, quelles conséquences à court, moyen, long terme, qui est paradoxalement le sujet de notre intervention? Je pense, alors c'est un avis personnel que je donne, je n'ai pas de brevet à décerner, mais il y a un vrai déficit de coordination de l'État. Il y a une nécessité de repenser les schémas d'intervention étatique en incluant les collectivités dès le stade de l'information. Aujourd'hui, quand on parle de coordination, c'est pas vrai. L'État a fait de l'information. Il y a confusion entre information, consultation et coordination. J'ose maintenant parler du mythe couple maire-préfet qui a été vanté par l'État. Ce couple, à mon sens, n'existe pas. Le préfet est un agent de l'État, reçoit ses directives de Paris. Le maire est un élu. Il y a la libre administration des collectivités territoriales. Les deux doivent se parler. Dire qu'ils agissent ensemble aujourd'hui, c'est un mythe. En même temps, les élus locaux, ils ont besoin d'être dans l'action. Ils n'ont pas le même calendrier que l'État et on revient à l'écoulement du temps politique. Même si les ministres ont été élus et sont peut-être encore élus, ils sont plus là-dedans. Des points de vue différents qu'il faut néanmoins concilier, qui ne sont pas inconciliables. Et il faut que chacun, élus locaux, État, fasse un effort pour inclure le point de vue de l'autre. Et ça me paraît important. Les collectivités territoriales de tout niveau ont un rôle à jouer. Il y a la proximité pour la commune, la coordination pour le département et les infrastructures RH. J'insiste sur les infrastructures RH qui me paraissent essentielles et matérielles pour les régions, car toutes n'ont pas les moyens des grandes métropoles. Et enfin, l'urgence ne doit pas être une excuse à l'action solitaire. On revient au recentrement du management. Chaque acteur doit se doter des outils et moyens nécessaires. C'est un cadre structurel à repenser. Nadège parlait tout à l'heure d'un retour vers des modèles connus. Je dirais que, sans faire de sociologie de comptoir, on a toujours besoin d'être rassuré et d'avoir une figure qui nous rassure. Et je pense que l'élu local peut avoir, pour certains d'entre nous, certains de nos concitoyens, cette image rassurante de proximité, parce qu'il habite avec nous, il n'est pas loin de chez nous, on le connaît, on a voté pour lui, etc.
ça peut nous rassurer de savoir que c'est lui aux manettes parce qu'il est clairement identifié. Et c'est en ça que le recentrage du management, je pense, a été un effet sous-jacent, en effet, de cette crise. Bien, ce que je propose, c'est qu'on prenne 2 dernières questions avant de conclure. La première, c'est les schémas d'intervention certains existent, mais quid de leur mise à jour, les schémas d'intervention, qui devrait en être responsable? Et je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Et puis une autre qui résume plusieurs questions qui nous ont été posées avant même cette webconférence. C'est le fait, Nadège, vous évoquiez tout à l'heure le télétravail, le travail à domicile. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que le fait de travailler à domicile augmente les besoins de couches de sécurité supplémentaires? On parle beaucoup de cyberattaques en ce moment. On dit que 30% des collectivités locales ont subi une cyberattaque. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans le discours que vous teniez tout à l'heure, un véritable sujet dans ce domaine-là? Je laisse Nadège répondre peut-être. Allez-y, je vous en prie. Nadège? Non. Le temps d'activer mon micro parce qu'on me l'avait coupé le temps de l'intervention de Cédric Renaud. Donc voilà, je le reprends. Donc simplement pour dire qu'effectivement, je pense que c'est un risque qu'on intègre de plus en plus également dans nos pratiques du fait du télétravail. Et qu'effectivement, le télétravail, ce n'est pas un dispositif léger. Et je pense que là, les DSI le mesurent pleinement. Donc il nous faut sécuriser nos processus et c'est certainement un champ que les collectivités investiront de plus en plus. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une grande hétérogénéité dans les systèmes d'information des collectivités et je pense qu'il y a autant de structuration et de niveau de défense que de collectivités. Donc il y aura certainement, je pense, une tendance à l'harmonisation, notamment pour une meilleure sécurité des systèmes d'information. Cédric, sur ces dernières questions que vous avez posées. Rapidement, je pense que sur ce risque de cyberattaque, il est réel. Après, la classification des risques, elle se fait selon plusieurs critères, notamment la gravité des conséquences et le risque de survenance dans le temps. Il se trouve que là, je pense que les dommages les plus graves sont aujourd'hui causés par la crise sanitaire, ce qui amène peut-être à passer un peu vite sur le risque de cyberattaque. Mais si on est sur une pérennisation et un développement du télétravail tel qu'il est annoncé, en effet, il faudra se poser la question, mais là encore, on est sur l'équipement individuel, l'équipement en protection, etc. Sur la mise à jour des schémas, elle relève à ceux qui en sont responsables. C'est un peu basique comme question, comme réponse, et je m'en excuse par avance, mais c'est vraiment une réponse de fond. Il faut que les collectivités territoriales et l'État s'attachent à mettre à jour leurs plans et surtout à les mettre en œuvre. Tout ce qui, plus l'entraînement, plus le drill, ce qu'on appellerait, se développe et plus le déclenchement sera facile, aisé et le dispositif sera évident pour les personnes qui doivent y participer. Alors, avant de conclure cette webconférence et remercier nos 2 intervenants, je voulais vous signaler les prochaines webconférences de VK, une qui aura lieu le 19 novembre sur la loi de transformation de la fonction publique et les impacts de la crise sanitaire, une seconde qui est liée à celle d'aujourd'hui, puisque la question c'est risque majeur, rendre plus opérationnels les plans communaux de sauvegarde, le 3 décembre, et le 9 décembre, changer de poste dans la fonction publique entre possibilité et réalité ou aucune. Vous cochez et si vous êtes inscrit à l'une d'elles, vous recevrez un mail vous confirmant votre inscription. Voilà, je voulais tous les deux vous remercier infiniment pour vos propos, votre disponibilité, d'avoir réussi à tenir le temps, ce qui n'est pas simple sur un sujet comme ça, parce qu'on a toujours envie d'en dire plus. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous les deux. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement vos questions et d'ordre réglementaire ou autre. Et puis, je relais la proposition de Cédric Renaud. Si d'autres questions n'ont pas eu de réponse, vous nous les transmettez et on les transmettra nous-mêmes à Cédric, qui se fera un plaisir d'y répondre en le remerciant infiniment. Encore une fois, merci à tous les deux et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Au revoir.